Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un nom qui résonne de plus en plus fort, Pape Matar Sarr. Ce jeune milieu sénégalais, il vient de passer un cap assez énorme, nomination pour le Ballon d'Or africain 2025, donc on n'est plus juste sur une promesse, là, c'est une vraie confirmation au top niveau africain. Pour en parler, on s'appuie sur un article assez détaillé, Pape Matar Sarr, candidat Ballon d'Or africain 2025. L'article explore sa saison, son rôle en sélection, tout ça. C'est clair que Sarr il s'est imposé. Discrètement peut-être, mais sûrement, que ce soit à Tottenham ou avec les Lions, et le voir finaliste aux côtés de des stars comme Salah, Hakimi, Osimhen, ça interpelle, forcément. Alors, on va décortiquer ça. Pour nous aider à comprendre cette ascension et ce que ça signifie, notre experte est avec nous. Quelle est votre première impression comme ça sur son parcours? Ce qui est vraiment fascinant avec Pape Matar Sarr, je trouve, c'est cette espèce de mélange entre la précocité et la sérénité. On parle d'un joueur très jeune qui non seulement a répondu aux attentes qui étaient énormes, mais qui l'a fait avec une maturité, une intelligence de jeu assez bluffante. Son influence, c'est pas tant les coups d'éclat spectaculaires, quoi. C'est plus la constance, la justesse. Il bonifie le jeu de l'équipe. Et c'est cette montée en puissance rapide mais maîtrisée qui est super intéressante à analyser. Oui, maîtriser, c'est le mot. Alors, parlons de Tottenham d'abord. Arrivé si jeune en Première Ligue. Piou. On connaît l'intensité et la vitesse, la pression constante là-bas. C'est un autre monde. Et Sarr, lui, non seulement il a fait son trou, mais il est devenu une pièce maîtresse au milieu chez les Spurs. L'article donne des chiffres pour 2025. 35 matchs joués, 4 buts, 2 passes décisives. C'est ça. C'est pas des stats qui sautent au plafond pour un milieu, mais ce qui est peut-être plus parlant, c'est son taux de passes réussies. Plus de 85%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre de 85%? Ce chiffre, 85% de passes réussies, surtout en Première Ligue et là où il joue sur le terrain, c'est un signe très très fort. Ça montre sa fiabilité technique, bien sûr, mais aussi sa lecture du jeu. Ça veut dire quoi? Qu'il perd très peu de ballons. Il joue propre, il joue juste, il sécurise la possession pour son équipe. Et dans un championnat où la moindre perte de balle coûte cher, où les transitions sont ultra rapides, avoir un milieu comme ça qui assure cette propreté, c'est fondamental. C'est pas le joueur qui va tenter la passe folle à chaque fois, non. C'est celui qui assure la fluidité, la continuité, l'intelligence situationnelle, quoi. L'intelligence situationnelle. Et on l'a vu briller, cette intelligence, dans certains gros matchs. L'article mentionne sa performance contre Manchester City, considéré comme son match référence de la saison. Et vous vous en souvenez? Il était partout. Ah oui, ce match contre City, c'était un vrai récital. Ce qui était impressionnant, c'est sa capacité à être bon partout. À la récup, infatigable, il coupait les passes, il harcelait. Mais c'était pas juste un casseur. Non, dès qu'il récupérait, hop, la lucidité pour jouer vite et bien vers l'avant, pour lancer les contres. Et même dans le jeu posé, sa disponibilité, sa qualité de passe sous pression, face au milieu de City, qui est quand même une référence, c'était remarquable. Ce jour-là, oui, il a montré qu'il pouvait dominer un match de très très haut niveau, tactique et physique. Mais au-delà de ce match qui a marqué les esprits, c'est vrai, comment on peut décrire sa contribution sur toute la saison à Tottenham? Parce que la Première Ligue, c'est long, c'est un marathon. C'est exactement ça. Sa plus grande qualité, au-delà de ce coup d'éclat contre City, c'est sa régularité, sa constance. Il a réussi à maintenir un niveau de performance élevé toute la saison. Même dans les matchs moins glamour, vous voyez, les fameux matchs pièges, il a montré une capacité d'adaptation vraiment impressionnante. Contre des équipes très physiques, il répond présent. Dans les duels, contre des blocs bas, il est patient, juste techniquement pour trouver l'ouverture. C'est cette polyvalence dans la réponse aux différents problèmes posés par la Première Ligue qui a, je pense, le plus marqué les esprits là-bas. Et l'article dit que les médias anglais, ils n'ont pas hésité à faire des comparaisons. N'Golo Kanté pour le volume de jeu, Yaya Touré pour la projection, la présence physique. C'est des noms très très lourds, ça. Est-ce que c'est pertinent, ces comparaisons, ou c'est juste pour donner une idée? Les comparaisons, c'est toujours un peu délicat, hein, chaque joueur est unique. Mais ici, elles ne sortent pas de nulle part. La référence à Kanté, c'est clair, c'est pour souligner cet abattage incroyable. Cette capacité à ratisser large, à récupérer un nombre fou de ballons. Le côté poumon de l'équipe, quoi. Et Yaya Touré, c'est autre chose. C'est plus la capacité à casser les lignes, balle au pied, cette présence physique qui lui permet de résister et de se projeter, et la vision pour la passe vers l'avant.
Ce qui est vraiment intéressant chez Sarr, et c'est peut-être ça sa spécificité, c'est qu'il semble avoir un peu des deux. Il a la discipline et le volume défensif d'un Kanté, mais il a aussi une qualité technique et une capacité à se projeter qui rappelle, toute proportion gardée bien sûr, un Touré. C'est cet alliage qui est assez rare et précieux. Il n'est pas juste un récupérateur pur, ni juste un relayeur créatif, il peut être les deux. Et surtout, il sait quand être l'un ou l'autre, c'est ça sa grande force. Et ça explique pourquoi il est si important pour l'équilibre des Spurs. Un équilibre qu'il apporte aussi, de plus en plus, on le voit, en sélection sénégalaise. L'article le décrit comme un pilier des Lions de la Teranga sous Pape Thiaw. Apparemment, son rôle a évolué. Il serait passé de simple récupérateur à, je cite, véritable chef d'orchestre du milieu. Comment ça se voit sur le terrain, cette évolution? Oui, c'est très net comme évolution. Au début, en sélection, on le voyait comme le jeune plein d'énergie, talentueux, oui. Mais surtout là pour gratter des ballons et relancer propre. Aujourd'hui, son influence est bien plus large. Il se contente plus de récupérer, il oriente le jeu, c'est lui qui donne le tempo. Quand le Sénégal a le ballon, c'est souvent par lui que ça passe en premier. C'est lui qui va choisir le côté, qui va calmer si besoin ou accélérer s'il y a une ouverture. La liaison défense-attaque, c'est beaucoup lui. Et ses 3 buts en 2025 avec les Lions, souvent après des projections ou sur des frappes de loin, ça montre aussi qu'il prend plus de responsabilités devant. L'article met aussi en avant sa constance dans les matchs qui comptent, et il utilise cette image du leader silencieux. C'est intéressant comme formule. Qu'est-ce que ça veut dire être un leader silencieux ? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de crier, de gesticuler ou de faire de grands discours pour être influent. Son leadership, il passe par l'exemple. Son engagement est total, il est serein, même quand ça chauffe, sa technique est toujours juste. Dans les moments tendus, c'est souvent lui qui va poser le pied sur le ballon, faire le geste simple qui rassure tout le monde. Les autres joueurs, ils voient ça, sa fiabilité, son calme, ça déteint sur l'équipe. Il inspire confiance juste par sa présence, par ce qu'il fait sur le terrain. C'est pas le capitaine avec le brassard, mais il a clairement l'étoffe d'un leader technique et mental aussi. Pape Thiaw, le sélectionneur, le dit très bien dans la citation de l'article. Un joueur intelligent, calme et efficace. Et il ajoute, il ne cherche pas la lumière, mais il fait briller les autres. Ça, c'est crucial. Ça, c'est le genre de joueur qui rend les autres meilleurs. Par ses déplacements, il ouvre des espaces. Par ses passes, il met les attaquants dans de bonnes situations. Par son boulot défensif, il soulage sa défense. L'incarnation du joueur d'équipe, quoi. Et cette mentalité et ce profil de joueur, ça colle bien avec l'identité que le Sénégal essaie de construire depuis quelques années, non ? Oui, tout à fait. Il incarne parfaitement cette génération sénégalaise qui a émergé. Une génération avec beaucoup de talent, évidemment, mais aussi très disciplinée tactiquement, rigoureuse, professionnelle. On est loin de certains clichés sur des équipes africaines qui reposeraient que sur l'exploit individuel ou l'enthousiasme. Avec des joueurs comme Sarr, mais pas seulement lui, le Sénégal a bâti une équipe très solide, très équilibrée, très difficile à jouer, capable de tenir tête aux meilleures nations, on l'a vu. Sarr est un peu le symbole de cette rigueur, de cette intelligence collective. Revenons à cette nomination pour le Ballon d'Or africain 2025. Être dans les 10 finalistes, c'est quand même une sacrée reconnaissance. La liste fait peur, hein. Salah, Hakimi, Osimhen, et il y a aussi son compatriote, Iliman Ndiaye. Quel impact ça a, cette nomination, pour lui et pour le foot sénégalais? Pour lui, personnellement, c'est la confirmation. Il est dans l'élite africaine. C'est pas juste un prix du meilleur jeune espoir là, c'est la reconnaissance de son impact au plus haut niveau. Point. Ça valide ses choix, son travail, et ça le met encore plus sous les projecteurs, évidemment. Pour le Sénégal, c'est une fierté immense. Avoir 2 joueurs dans ce top 10, Sarr et Iliman Ndiaye, un autre phénomène, c'est un signe très fort de la bonne santé, de la profondeur du foot sénégalais. Oui, l'article mentionne l'enthousiasme des supporters sur les réseaux. On lit des trucs comme « Le travail paie » ou « 2 lions nominés, c'est le Sénégal qui gagne ». On sent cette fierté collective. Oui, et c'est normal. Ces nominations, ça récompense les joueurs, bien sûr, mais aussi tout un système derrière. La formation, on va y revenir, la politique de la fédération, le boulot des coachs. C'est la preuve que le Sénégal est bien installé au sommet en Afrique et qu'il continue de sortir des talents de classe mondiale. Et avoir 2 joueurs avec des profils assez différents en plus, Ndiaye le créatif, Sarr le joueur complet, ça montre la richesse du réservoir. C'est plus que du sport, c'est une fierté nationale. Les experts cités dans l'article parlent de Sarr comme ayant un profil rare. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sa polyvalence peut-être? Oui, sa polyvalence, c'est une des clés.
Comme on disait, il peut être cette sentinelle, ce numéro 6 qui gratte les ballons et équilibre l'équipe. Mais il peut aussi jouer plus haut, en 8, en relayeur, participer à la construction, se projeter, marquer même. Trouver un joueur si jeune, déjà aussi bon et aussi intelligent dans ces deux rôles si différents, ben oui, c'est assez rare. Souvent, les milieux sont plus spécialisés dans un domaine. Lui, il donne une flexibilité tactique énorme à ses coachs. Et au-delà de la polyvalence, il y a cette maturité, encore elle. Il joue simple, juste et toujours pour l'équipe, comme le dit le journaliste cité. Il n'y a pas de déchets inutiles dans son jeu, pas de gris-gris pour le plaisir. Tout est tourné vers l'efficacité collective. C'est ce mélange de talent, polyvalence, intelligence tactique et mentalité collective qui fait son profil rare, oui, et qui explique pourquoi il est si apprécié. Et cette double nomination Sarr Ndiaye, c'est vu comme le symbole de la vitalité, certains disent même de la renaissance, ou en tout cas de la confirmation éclatante du foot sénégalais, basé sur ses joueurs talentueux et travailleurs. On peut difficilement parler de Pape Matar Sarr sans parler de son parcours. Né à Thiaroye, banlieue populaire de Dakar, formé à Génération Foot. C'est un itinéraire qui parle beaucoup au Sénégalais, j'imagine. Ah oui, énormément. Génération Foot, c'est une institution au Sénégal. Ce partenariat avec le FC Metz, en France, ils ont sorti un nombre incroyable de joueurs de haut niveau. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Pape Matar Sarr maintenant, parmi d'autres. Venir de Thiaroye, passer par Génération Foot et arriver là où il est, c'est l'incarnation du rêve pour des milliers de jeunes là-bas. Ça montre qu'avec du talent, oui, mais surtout énormément de travail, de détermination, c'est possible de percer, même en venant d'un milieu modeste. Son parcours, c'est un symbole d'espoir très fort et de mérite. L'article met aussi en avant les valeurs qu'il semble incarner. Le travail, le sérieux, la discipline, la foi, aussi la patience s'il en a fallu au début à Tottenham, et surtout cette humilité qui revient tout le temps. Pourquoi c'est important aujourd'hui ça ? C'est important parce que ça propose un autre modèle peut-être. Dans le foot actuel, on est souvent inondé par l'image de la superstar, parfois un peu centrée sur elle-même, sur sa communication, sa marque. Sarr, lui, il a l'air concentré uniquement sur le terrain, sur le boulot, sur l'équipe. Son humilité, sa discrétion médiatique, ça détonne un peu. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'ambition, sa carrière le montre bien, mais il semble faire passer la performance et le collectif avant la mise en scène personnelle. L'article suggère qu'il représenterait une nouvelle école du foot africain. Est-ce qu'on observe vraiment ça, cette émergence de profils plus structurés, plus discrets, mais tout aussi performants ? C'est une bonne question, mais est-ce que cette humilité, cette discrétion, ça pourrait pas aussi être un frein ? Dans un monde où l'image, la com, c'est devenu si important, y compris pour la valeur d'un joueur. C'est un débat, oui, c'est légitime. Certains pourraient dire qu'un peu plus de starification l'aiderait peut-être, lui ou d'autres comme lui, à avoir encore plus de reconnaissance, de meilleurs contrats. Mais d'un autre côté, cette approche centrée sur le jeu, sur le travail, c'est peut-être aussi un gage de longévité, de concentration sur ce qui compte vraiment. Ce qui est sûr, c'est que Sarr prouve qu'on peut arriver au sommet sans forcément cocher toutes les cases de la superstar moderne. Il incarne une forme d'excellence plus sobre, plus basée sur la substance que sur l'apparence. Et ça peut être très inspirant aussi, notamment pour les jeunes qui voient qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour réussir. Ça pose une question intéressante sur l'évolution des modèles dans le sport. Est-ce que le talent pur et le travail peuvent encore suffire face au marketing personnel ? Le cas Sarr semble dire que oui, peut-être. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, Pape Matar Sarr, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la jeunesse et une maturité étonnante. C'est une technique propre au service d'une vraie intelligence de jeu. C'est une régularité impressionnante dans un championnat aussi dur que la Première Ligue et en sélection. C'est un leadership calme mais réel. Et cette humilité, ce dévouement au collectif qui marque les esprits. Un joueur très complet en somme. C'est une excellente synthèse, oui. Il coche beaucoup de cases du milieu de terrain moderne parfait. Et si on prend un peu de recul, sa trajectoire et sa reconnaissance, ajoutée à celle d'Iliman Ndiaye et d'autres talents sénégalais, ça confirme la place forte du Sénégal dans le foot africain et même mondial. C'est le résultat d'un travail de fond, d'un investissement dans la formation qui donne des résultats spectaculaires et durables. Qu'il gagne ou pas le Ballon d'Or africain cette année, la concurrence est rude, l'impact de Pape Matar Sarr est déjà énorme. Il est, comme le dit l'article, le présent et l'avenir du Sénégal. Et il a clairement déjà conquis le cœur de millions d'Africains, par son jeu et son attitude. Et pour finir, une petite question comme ça pour laisser matière à réflexion. L'émergence,
Et la reconnaissance de profils comme celui de Pape Matar Sarr, qui mettent autant en avant la discipline, l'humilité, le travail de l'ombre, le collectif, est-ce que ça pourrait annoncer une évolution un peu plus large des mentalités dans le football? Est-ce qu'on peut imaginer à terme un petit rééquilibrage face à l'omniprésence parfois excessive du culte de la superstar individuelle, au profit d'une reconnaissance plus grande de ces architectes du jeu collectif? Voilà, une question ouverte qui dépasse le seul cas de Sarr, bien sûr.